Bonjour à tous. Donc je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, donc l'histoire de l'association Semeurs de Forêt. C'est l'histoire d'une reforestation citoyenne sanctuarisée. Je suis David Buffo. Alors j'aurais adoré vous parler de mes 3 chats, mais on m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps. Donc je suis surtout là pour vous, en tant que vice-président et cofondateur de l'association, donc une association qu'on a créée avec ma femme qui est derrière. En janvier 2019, donc il y a 5 ans. Et je voulais commencer par une petite phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et il y a quelques années, avant la création de l'association, nous, on n'était pas vraiment dans cette philosophie-là qui prône l'impact en fait, de l'implication personnelle et puis le pouvoir de changement qu'on peut avoir en agissant soi-même. On était, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'entre vous sans doute, à se désespérer devant les effets du dérèglement climatique, devant l'effondrement de la biodiversité. Et on participait à des marches pour le climat, on donnait à des associations. Mais la plupart du temps, on était surtout dans notre éco-anxiété à avoir peur pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir de la planète. Donc on était plus spectateurs qu'acteurs en fait, là-dedans. Et en 2018, il y a eu 2 événements, un que vous avez peut-être vu à la télé, et puis un autre c'était chez nos voisins, donc ça vous ne l'avez pas vu. Le premier, ça a été la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, donc en 2018, en direct sur France Inter. Et nous, on avait quand même beaucoup d'espoir. On s'est dit, quand même, lui, il arrive à pouvoir faire des choses et puis impacter la politique française. Et manifestement, ce qu'il disait, c'est qu'il n'arrivait à rien, quoi. Donc là, ça a été quand même un peu la douche froide parce qu'on attendait qu'il y ait des gens qui fassent, en fait, soit des entreprises, soit le gouvernement, soit des grandes associations, et il n'y a rien qui fonctionnait. Et notre voisin, lui, pour construire une piscine et puis vendre sa maison avec une plus-value, a abattu 2 arbres qui étaient pluricentenaires, qui faisaient la beauté de tout le quartier, donc ça a traumatisé tout le monde. Mais lui, il s'en fichait vu qu'après, il déménageait. Et c'était pour faire sa piscine. Donc là, on était vraiment plus bactère et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'à la fois, les comportements individuels, ils sont vraiment... ils sont nuls. Et puis, au niveau collectif, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne non plus. Donc, pour résoudre un peu l'anxiété grandissante qu'on avait, on s'est dit, on va passer à l'action et on va passer de spectateur à acteur. Mais partant de là, c'était sympa, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait? Parce que nous, notre métier, on est thérapeute, ma femme est journaliste aussi, on n'avait aucune connaissance particulière dans quoi que ce soit par rapport à l'environnement. Et à l'époque, on parlait beaucoup, on voyait ça partout pour sauver la planète, planter des arbres. Donc on s'est dit, on va planter des arbres. Voilà. Mais comme on aime bien réfléchir aux choses avant, on s'est beaucoup documenté, on a regardé s'il y avait des associations qui le faisaient déjà, qu'on pourrait rejoindre pour faire un mouvement avec eux. Et on ne trouvait pas de choses qui nous correspondaient beaucoup, parce que déjà ça soulevait plusieurs questions, notamment où est-ce qu'on va planter, quels arbres on va planter, et puis comment on fait pour planter, parce que nous, on n'avait jamais planté un arbre de notre vie. Et à la première question de où est-ce qu'on plante, nous, on voulait vraiment planter nous-mêmes. C'est-à-dire que, du coup, c'était évident qu'on n'allait pas le faire à l'autre bout du monde, financer des programmes de plantation où peut-être on allait pouvoir faire pousser plus d'arbres, mais finalement, on ne les aura jamais vus, sauf à prendre l'avion, ce qui serait un peu antinomique, finalement, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on avait envie de mettre la main à la pâte, donc effectivement, obligatoirement, c'était de le faire en France. Et en se renseignant là-dessus, on s'est rendu compte que la forêt française, elle n'allait pas si bien que ça. Nous, on était abreuvés du discours comme quoi en France, on avait une énorme surface forestière qui est en croissance permanente, ce qui est vrai, mais ça dépend de ce qu'on appelle une forêt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de forêts qui sont des forêts plantées. De toute façon, la plupart des forêts françaises sont des forêts de plantation. Si on prend la forêt des Landes, ça a été planté pour assécher les marais, parce qu'à l'époque, ils n'avaient rien à faire, ils n'arrivaient pas à faire de choses là-bas, il y avait beaucoup de maladies. C'est la plus grande forêt plantée d'Europe, la forêt des Landes.
Et puis, la plupart des forêts, c'est des forêts qui servent à la sylviculture, donc qui ont des visées commerciales. Donc on a une essence qui est plantée en rang d'oignon, il faut que les arbres poussent droit, et puis ils sont récoltés au bout de 45 ans, des fois moins. Donc c'est plus des champs d'arbres que des vraies forêts, en fait. La deuxième essence plantée en France, c'est le pin Douglas, donc c'est pas du tout une essence du coin. Et c'est les pins, les conifères, il y a plein de problématiques avec l'acidification des sols et la pauvreté du coup aussi qu'on peut avoir dans la biodiversité des forêts, parce qu'un arbre, ça vient aussi avec tous les oiseaux, tous les insectes, tout ce qui peut aller avec, et si on a une seule essence, ça appauvrit complètement la biodiversité au sein de ce qui est appelé quand même une forêt, mais qui n'en est pas vraiment une. Et là, le dernier classement qu'on a eu, la France est quand même le 6e pays en nombre d'espèces menacées. Alors la France, il y a aussi la Guyane, il y a aussi, voilà, c'est grand la France. Hein. Mais du coup, on est quand même concerné. Donc là, ça nous a conforté dans le fait de nous dire que planter en France, en fait, c'était une bonne idée aussi. Et nous, dans notre imaginaire, une forêt, c'est plutôt ce qu'on a en haut à droite, là. Donc c'est la forêt de Białowieża en Pologne. C'est la dernière forêt primaire d'Europe, qui est en train de se faire un peu grignoter de tous les côtés. Et nous, en France, on a beaucoup de forêts comme ça, hein, voire des forêts comme ça. C'est-à-dire que ça, au plan cadastral, c'est une forêt. Hein. Il n'y a pas un arbre dessus, mais tout a été coupé. Donc c'est encore compté comme une forêt. Et puis ça va être replanté sans doute de la même manière. Et puis on voit bien autour, c'est la même essence tout le temps. Voilà. Et ça à perte de vue. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'en bordure de route, il y a quand même de la biodiversité, on voit plein d'arbres différents, et puis vous faites 10 mètres à l'intérieur, et puis vous tombez là-dessus. On voit bien sur les photos satellites. Et dans mon esprit, et dans celui de beaucoup de gens, quand on se promenait dans des forêts en France, moi c'était normal d'aller dans une châtaigneraie, où il n'y avait que des châtaigniers, ou dans une chênaie, ou dans des hêtraies, ou dans une pinède. En fait, ça veut bien dire qu'il n'y a eu qu'une seule essence. Et c'est pas du tout naturel, en fait. Dans la nature, il n'y a pas un seul arbre, et encore moins en rang comme ça. Donc, une fois qu'on s'était dit qu'on allait planter en France, sur quel type de terrain voulait-on planter ? Il y avait d'autres associations qui existaient, qui faisaient des plantations, donc on a dans un premier temps envisagé de les rejoindre, mais souvent ils plantaient sur des terrains qui étaient mis à disposition par des particuliers, par des collectivités, donc des mairies, des départements, des choses comme ça, ou des entreprises. Et des fois, il y en a qui se faisaient rémunérer pour ces choses-là. Et nous, on s'est posé la question de la pérennité, parce que tant qu'à planter des arbres, on avait envie qu'ils puissent vivre leur vie. Et la vie d'un arbre, des fois, c'est 1000 ans. Hein. Donc, c'est sûr que si on plante chez un particulier, qu'est-ce qui se passe quand il vend son bien ou quand il décède, ce qui arrive quand même à un moment donné. Si on plante dans une mairie, l'équipe est renouvelée tous les 6 ans, et puis à un moment donné, peut-être que le terrain, là où il y avait des arbres, on va agrandir la médiathèque ou la crèche. Et donc, pour les entreprises, c'est pareil. Donc, là, on s'est dit comment résoudre cette question-là. Et notre réponse a été de dire on va acheter des terrains. Et vu qu'il n'y avait aucune association qui le faisait, on s'est dit on va créer la nôtre. Ce qui est pas rien, ce qui prend beaucoup de temps et tout ça. Donc, dès qu'on est parti là-dessus, on a réuni des amis. Voilà, dans le milieu associatif, c'est comme ça que ça se passe souvent, donc des voisins. Et puis on s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure. Et donc, qui achète, c'est l'association. Parce qu'une association, elle n'est pas limitée par la durée de vie de ses fondateurs. Alors, en vrai, des fois, si, quand même. C'est-à-dire que quand les fondateurs quittent l'aventure, il y a beaucoup d'associations quand même qui périclitent. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un mouvement pour que ça puisse nous survivre. Et avec quels moyens on achète? Donc ça, c'est vous, justement, je vais passer parmi vous avec un chapeau. Non, c'est des particuliers, on fait des crowdfunding, donc depuis le début. Le tout premier terrain qu'on a acheté, c'était très peu de temps après la création de l'association. Et on l'a fait aussi avec des prêts participatifs. C'est-à-dire que nous, on a prêté, d'autres personnes ont prêté, sans intérêt, en disant on vous remboursera au fur et à mesure que l'argent rentre dans l'association. Donc nous, on pensait qu'on en aurait pour des années à tout rembourser. Et en fait, en moins d'un an, enfin un peu plus d'un an, on a réussi à rembourser le premier terrain parce que faut croire que cette idée, elle a eu de l'écho en fait, chez des gens qu'on trouvait que c'était pas si mal.
Donc on achète, et aujourd'hui, vu que ça fait 5 ans qu'on existe, qu'on communique, et tout ça, il y a aussi des entreprises qui se disent, écoutez, alors c'est souvent le dirigeant qui a une affinité avec ce qu'on fait, qui dit, écoutez, moi j'ai envie de vous aider, plutôt que des grands groupes qui font des appels d'offres, où à chaque fois ça prend des années à remplir, et puis ils disent non, donc ça on ne fait plus trop. Donc c'est des entreprises aussi qui nous financent, donc souvent des petites entreprises. Et donc on avait notre premier terrain, qui est un terrain de 1,4 hectare dans l'Oise. Donc quand on voit qu'en Suède, ils plantent 1 million d'hectares, nous c'était 1,4. Et là, la question c'était qu'est-ce qu'on plante, comment on plante, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'y connaissait pas grand-chose. On s'est renseigné et on est tombé à l'époque sur la méthode Miyawaki, dont on parlait beaucoup, et on en parle un peu moins maintenant, mais on en parle encore. Miyawaki, c'est du nom d'Akira Miyawaki, qui est un botaniste japonais qui est décédé il y a 2 ans, je crois, à 92 ans, et qui avait comme idée de recréer, par la plantation et par du travail du sol, une forêt telle qu'elle aurait poussé naturellement si on avait laissé le terrain en friche. Mais sauf que si on laisse le terrain en friche, il faut 200 ans pour que ça redevienne une forêt. Et lui, il se disait, nous, on va accélérer le processus. Donc ça repose sur un gros travail du sol, parce que c'est souvent sur des endroits qui étaient industriels ou des choses comme ça. Donc il retourne le sol sur 1 mètre de profondeur, il rajoute tout ce qu'il faut pour que ça retienne bien l'eau, pour qu'il y ait les nutriments dedans. Ensuite, ils identifient les plantes et les arbres du coin. Donc il y a tout un travail de recherche botanique qui est fait. Et ils vont planter avec une grande densité de plantation, c'est-à-dire qu'il y a 3 arbres par mètre carré. Donc quand on dit ça, souvent les gens se disent wow, c'est hyper dense, mais dans la forêt, souvent il y a des endroits où il y a 3 arbres par mètre carré, voire plus. Et quand on parle d'arbres, ça va du buisson à l'arbuste, à l'arbre de moyenne taille, et puis jusqu'à l'arbre de canopée qui va faire 30 mètres, 40 mètres de haut à terme. Donc c'est vraiment pour recréer tout un écosystème, toutes les différentes strates arbustives qu'il va y avoir dans la forêt. Des fois on plante des fougères ou des choses comme ça à certains endroits. Donc c'est pas que des arbres, c'est recréer un écosystème. Et donc on a commencé à se dire super, on a une méthode maintenant, donc on y va. Et on va créer des forêts, on ne va pas juste planter des arbres. Et puis très vite, parce qu'on fait des plantations qui sont participatives et citoyennes, on s'est quand même éloigné de la méthode Miyawaki. On a espacé les arbres, parce que Miyawaki c'est très bien en ville sur des petites surfaces, quelques centaines de mètres carrés. Mais nous, nos terrains, notre ambition c'était d'avoir des grandes surfaces, donc plus de 1 hectare. Notre terrain le plus grand il fait 8 hectares aujourd'hui, et donc le plus petit c'est le premier qu'on a acheté. Mais il reste qu'1 hectare, déjà, quand on est quelques-uns à les planter, c'est grand, en fait. Et on a commencé donc, à faire un test de la méthode Miyawaki. On a fait toutes nos journées de travail, on s'est retourné, on a vu tout ce qui restait à faire, on s'est dit on ne va jamais s'en sortir. Donc on a espacé les arbres les uns des autres, mais ce qui est important, c'est qu'on plante une grande diversité d'essences. Donc on va planter en général au moins une trentaine d'essences différentes pour donner un coup de boost de biodiversité dans des endroits qui sont assez pauvres en général. Nous, souvent, il y a des sylvicultures à côté, des champs, donc il n'y a pas grand-chose, et des chasseurs, du coup. Donc on retire nos terrains des zones de chasse. Et on a voulu que ça soit aussi une aventure humaine, donc que des gens qui soient un peu dans la même énergie que nous, on va dire, puissent venir, se rencontrer, créer du lien, et puis éventuellement avoir envie de faire la même chose vers chez eux. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, au début, on était 5 ou 6, et depuis 5 ans, on est plus de 300 à être passés sur les différents terrains pour les plantations. Et on a des classes qui sont venues, des classes de collège, des classes de primaire. Donc et on a fait des super rencontres aussi, et ça a donné envie à des gens de le faire. Donc, à ce jour, on a 7 terrains. Donc maintenant, on est un peu sur un rythme de 2 nouveaux terrains par an. Après, c'est variable, c'est suivant les opportunités parce qu'il faut acheter très très vite. Donc on a vu que nous, on habite dans le Val d'Oise. On a commencé autour de chez nous. Donc le premier terrain, il était près de Beauvais dans l'Oise, 1,4 hectare. Et puis après, c'est un ami du coup qui était venu planter, qui s'est dit moi j'ai un ancrage dans la Vienne, près de Poitiers, donc je veux faire la même chose là-bas. Donc on a acheté un terrain qui faisait
5,5 hectares, qui était une ancienne coupe rase, pour le coup. Après, on a eu un autre projet dans les Deux-Sèvres, pas loin de Niort. Ensuite, on a eu, alors dans quel ordre? Après, on a eu Château-sur-Epte dans l'Eure. Voilà, c'est que des terrains qui s'ajoutent au fur et à mesure, avec des gens, finalement, que nous, on accompagne. Et aussi dans l'idée de partager et puis de lancer un peu un mouvement, dans l'idée de ce que disait Gandhi, hein, que par l'exemple, en fait, on peut aussi créer une dynamique et que tous les grands mouvements de société ont commencé par quelques personnes motivées au départ. Aujourd'hui, on a plusieurs équipes. Là, le dernier terrain, ce qu'on a acheté, le dernier terrain, c'est celui-là, mais là, la prochaine plantation, c'est en Maine-et-Loire. Et nous, c'est avec des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Hein. Enfin, maintenant, on les connaît, mais au départ, on ne les connaissait pas du tout. Donc, on a 30 hectares dans 6 départements, 7 terrains. Donc, 30 hectares, encore une fois, c'est vrai que quand on voit l'ampleur du défi du dérèglement climatique, c'est une goutte d'eau. S'il y a des scientifiques dans la salle qui veulent faire des études, venez voir comment la biodiversité peut se réinstaller. On est tout à fait ouvert à créer des ponts et à participer avec vous. Et comme je disais, c'est une goutte d'eau, mais si on est plusieurs à faire la goutte d'eau, et puis si ça crée un mouvement, peut-être que ça finira par être pas aussi dérisoire et qu'on pourra faire quelque chose. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de notre côté, nous, ça a vraiment résolu notre problème d'éco-anxiété. Encore en agissant, au moins on sait qu'on fait tout ce qu'on peut et qu'on peut dormir tranquille en tout cas là-dessus. Et puis de toute façon, une fois qu'on a fait le maximum, on ne peut pas faire grand-chose de plus, quoi. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Peut-être que vous avez des questions.